une expression qui fait atteindre le TE. Là, et je l'avais fait ici, QE, c'est rho SH sur TE. Plus rho de rho VA carré, plus rho G Z, est égal à P0, puisque je vous rappelle qu'une chose très importante, c'est que quand de l'eau sort d'un tuyau comme ça, elle sort à la pression P0. On est d'accord. Quand vous avez un Karcher, ce qui vous permet d'arracher de la saleté, c'est que la goutte d'eau arrive avec de la vitesse. Mais sa pression, c'est bien P0. Donc vous avez ici P0 plus 1,5 de rho VB carré plus P0. Donc vous voyez tout de suite que les P0 s'en vont. Ça, c'est clair. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est qu'en fait, comme la surface est très très grande ici, on va pouvoir négliger le VA carré. Parce que le VA carré, il est très petit devant le VB carré. Pourquoi? Parce que quand vous avez la surface de votre baignoire, ça coule très doucement en haut par rapport à la vitesse que le fluide a en bas. Il y a tellement un grand volume que ça coule tout doucement. D'accord? Donc, ça nous donne directement, en fait, que... Bien là, toi. Ça nous donne directement qu'on a VB carré qui est égal à 2GZ. Alors ça a un nom, ce petit truc, qu'on appelle la formule Torricelli. Alors, je sais pas, il n'y a que des Italiens dans cette histoire de mécanique des flottes, je ne sais pas pourquoi. Le quoi? Le 1,5, il simplifie, le 1,5... le 1,5, non, le 1,5, il donne le 2, il y a le ρ qui reste, le G qui reste, et si vous faites des MS, il vous reste ça. Donc, j'obtiens simplement que QS, finalement, est égal à ρ sigma fois 2 GZ. D'accord? Bon, mais là, je suis content, j'ai déjà une première expression de QS. Alors maintenant, ce que je vais écrire, c'est comme tout à l'heure, je vais écrire finalement que dm sur dt, d'accord, oui, pas tout à fait, parce que d'abord, il faut que qu'il faut que je fasse intervenir d'abord le ts, c'est-à-dire ici, on a une variable z, je ne vais pas pouvoir m'en sortir bien correctement. Je suis d'accord avec vous, mais il faut d'abord que je transforme en t, parce que si j'ai un truc complètement variable, ça ne va pas marcher, c'est une histoire. Donc j'écris que dm sur dt, c'est égal, alors c'est rho c'est ça, je n'écris pas de bêtises quand j'écris ça, ça paraît juste. Et c'est égal à rho. Oh, je vais pas écrire. D'accord? Ça vous paraît juste. Alors évidemment, les rho, ils s'en vont, d'accord? On est bien d'accord. Et là, il me reste... Eh bien, il me reste ce qui me reste. Ce qui me reste, c'est ça. Finalement, si je le fais, j'ai pas trop le choix. Il va me rester... Vous êtes d'accord avec moi? Là, j'ai simplement... j'ai pas fait d'autre chose. C'est juste que j'ai passé le Z en dessous, le GT en dessus. Je vais faire. Allez. Je vais vous guider sur les voies de l'intégrale. Sur sigma, non, sigma sur S de G. Là, on est dans le cas où le robinet est fermé. D'accord? C'est le cas où le robinet est fermé. On va dire que c'est, on l'avait ici, c'est rho sigma fois TE, puisque c'est ça qui me... Donc, ce que je vous demande, c'est de faire que l'intégrale... Oh, que c'est pas beau, ça.
l'intégrale de dz sur racine de z est égale. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord que c'est à ça que vous êtes confrontés? Bon. Alors maintenant, je vais vous rappeler deux choses très importantes dans la vie, dont vous devez vous souvenir jusqu'au tombeau. C'est que la dérivée de x puissance n, c'est... xn plus 1 sur n plus 1, je crois. Vous pouvez me la refaire dans l'ordre? C'est ça? xn plus 1 sur n plus 1. Non, perdu. Ah, la dérivée? Ah, la dérivée, non, mais oui. C'est n x moins puissance n moins 1. Ouais, alors justement, on va faire l'autre. Alors. La primitive de x puissance n, c'est C'est du coup n x plus 1 sur n plus 1. n quoi? N plus 1. Alors, vous répétez, j'ai pas compris. X exposant n plus 1 sur n plus 1. D'accord, nous sommes d'accord. Alors, muni de ces deux informations capitales, est-ce que vous savez compter 1 plus 2 égale 3, 3 plus 1 égale... Ça va, ça, vous gérez. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que vous ne savez pas faire l'intégrale qui est au-dessus, sachant l'information que vous avez dessous, et sachant que vous savez compter. Ah, c'est beaucoup plus facile que ça, vous allez voir. Alors, la maison ne recule en devant aucun sacrifice, je vais vous le réécrire. Vous allez voir. Et même pas, je réclame des chocolats pour ça. Vous allez voir. Il est pourvu. D'habitude, je réclame du chocolat pour un exploit comme ça. Voilà. Est-ce que ça vous plaît mieux écrit comme ça? Si. On sait que la primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 et n plus 1, n plus 1. Et si on a z puissance moins 1,5. Donc en toute logique, je remplace n par moins 1,5. Ça paraît logique. D'accord? Parce que ici, donc, mon n ici, il devient moins 1,5 avec un moins, comme a fait remarquer mademoiselle. Et donc la difficulté qui apparaît ici, mais je suis sûr que vous allez pouvoir vous en sortir, c'est de faire moins 1,5 plus 1. Non, attendez, on va résoudre le problème par ordre de complexité. D'accord? Là, on en est à faire moins 1,5 plus 1 pour l'instant. Hein? Non, mais commencez par faire moins 1,5 plus 1, vous allez trouver le résultat. Moi, j'ai laissé la forme racine, parce que c'est une primitive aussi, racine de z. Oui, mais ça n'en a qu'une seule. Bah oui, mais 1 sur racine de z, ça fait moins 1 sur 2 racines de z. Non. Non, il n'y a qu'une primitive et c'est pas celle que vous dites. Z, c'est une variable. Non, 1 sur racine de z, c'est z puissance moins 1,5 qui n'a qu'une seule primitive, c'est ce qu'on est en train de chercher. 1 sur racine de z, c'est z puissance moins 1,5, il n'y en a pas d'autre forme. Vous l'avez écrit comment, votre 1 sur racine de z? Vous l'avez écrit comment, votre 1 sur racine de z? Ah, mais c'est la primitive. Pourquoi chaque fois je dérive? Ah, il y en a une qui a trouvé là. Monsieur. Ah oui, il faut faire attention, ça a souvent tendance à dériver et à intégrer. Ça, c'est vrai qu'elle a raison, il faut faire gaffe, ce qu'on est en train de faire. Mais là, je ne me moque pas, c'est très sérieux, moi je le fais souvent, c'est celle-là. Bien. Donc, est-ce que tout le monde s'en est sorti de... était simplement égal. Donc, je mets en rouge pour la primitive. Donc, elle a raison, faites attention quand on fait ça, on a tendance à descendre ou à remonter la primitive. Quand on ne fait pas gaffe, on se retrouve pas dans le bon sens. Donc ça fait 2 racines de z.
pris entre 0 et H, hein, ça c'est ce qu'elle nous dit dans l'énoncé. Ça, on nous dit ah, ça, par contre, les bornes, il faut faire attention. On dit dans l'énoncé que pour se vider depuis H à 0. Ah oui, quelqu'un m'a fait la remarque, oui, chose très importante, j'ai oublié de vous le dire. Là où le robinet est fermé, ils nous disent bien que pour se vider depuis H jusqu'à 0, il met un temps TS. D'accord? Donc là, on intègre de 0 à H, on dit que ça, c'est égal à sigma sur S fois racine de 2G. Et puis ça, l'intégrale de t à 0, de t puissance 0, ben ça nous fait t, hein, bien évidemment. Donc ça nous fait un terme qui est égal à t, pris entre 0 et ts. Okay. Alors, le seul piège, c'est que si vous avez 1 sur z, la primité, c'est un log. D'accord, c'est le seul piège. Mais là, ce n'était pas le cas. Et donc, vous trouvez finalement que 2 qu'on doit trouver sigma sur S de G fois TS. Ma bande d'intégration qu'il y a là. QS, c'est quoi? G. Si je vais l'exprimer. Que 2 racine de H est égal à sigma sur S de G facteur de TS. Ok, je crois que c'est ça. Alors, je crois qu'on peut l'arranger un petit peu. Ça nous fait TS. TS est égal à 2S sur sigma. Non, les deux peuvent s'en aller, excusez-moi. Si on ne veut pas comme ça, ça nous fait 2S sur sigma fois H sur 2G. Donc les deux vont se simplifier, ça nous fait S sur sigma fois 2H sur G. Voilà. 2S. Là? Là? Bah, excusez-moi, vous voyez pas, je suis con. Là, c'est un TS. C'est le temps qu'il me donne à l'énoncé, c'est le temps qu'elle met pour se vider. C'est dans l'énoncé. Okay. Bon, donc là, on a caractérisé TE et TS et on est content. Maintenant, on cherche le moment où on est à l'équilibre. Maintenant, je mets tout ça ensemble, j'ouvre le robinet, j'ouvre en bas. Question, est-ce que j'ai un moment où je vais être à l'équilibre? Voilà. Donc, j'ouvre en haut, j'ouvre en bas. Et j'écris que vraiment, quand j'ouvre les deux, je recommence à écrire correctement quand même. Alors vous imaginez bien le problème, hein, c'est qu'au début quand j'ouvre, l'eau elle s'écoule tout doucement en bas. Donc elle monte parce que l'eau s'écoule doucement. Puis elle s'écoule de plus en plus vite. Donc au bout d'un moment, ça fait comme ça. Question c'est est-ce que ce point il est avant ou après le haut de la baignoire? Parce que si ce point il est virtuellement au-dessus du bord de la baignoire, c'est gênant de la baignoire. Donc voilà, c'est ça la beauté. D'ailleurs, chez moi, elle est mal foutue ma baignoire parce que si je fais pas gaffe, ça déborde. J'ai jamais compris pourquoi les fabricants font pas gaffe à ce problème simple qu'une baignoire ne puisse pas déborder. Alors je vous conseille pas d'essayer, mais chez moi, j'ai sans faire exprès essayé, je peux vous garantir que la baignoire, si je la laisse couler, ça déborde. C'est un problème très con, mais le trop plein il marche pas. Hein. Le trop plein il marche pas. Essayez votre trop-plein, je peux garantir que chez moi, il ne marche pas le trop-plein. Et pour une raison très simple, pourquoi... Oui, mais le trop-plein en haut, il ne marche pas pour la raison... Mais le trop-plein, il ne marche pas exactement pour cette raison-là. Le trop-plein, il est mis en haut. Donc le trop-plein étant mis en haut, il joue sur ça du volume d'eau en haut. Donc en fait, il est cool que dalle, le trop-plein. Parce qu'il est en haut. Donc, mais d'accord, mais quand vous remplissez votre baignoire, vous fermez en bas. D'accord? Puis vous partez répondre au téléphone, le truc classique. Maintenant, on s'en fout, elle est portable. Mais vous partez faire je sais pas quoi, vous oubliez votre baignoire qui coule. Normalement, il faudrait une sécurité pour que la baignoire ne déborde pas. Alors, non, mais alors, ils mettent un trop-plein en haut. Mais le problème, vous mettez un trou en haut. Le problème, c'est quand vous êtes près de la surface, votre débit, il est nul en haut. C'est là où vous avez un problème. Non, mais avant, le coup classique, c'était on partait répondre au téléphone. Maintenant, les téléphones sont portables. Bon, bref. Techniquement, quand on fourre
se met à cramer, après il chauffe. Techniquement, il n'y a plus de courant après. Quand t'as tout qui est en feu, ça marche plus. Non, ça serait pas dur de mettre une petite diode, une petite résistance qui est sensible à l'humidité, qui coupe tout, hein, c'est pas dur. Avec une électro-machin, enfin bon. Bref, quand on ouvre les deux, ce qu'on veut, c'est que QS soit égal à QE. Voilà. Voilà. Vous comprenez plus ce qu'on fait là. Alors, attendez. Non, mais attendez. Ce qui est important pour nos problèmes, c'est QS et QE. Les débits en haut, les débits en bas. Mais ces débits-là, on nous les donne, ils sont caractérisés par des temps. Le temps, quand on ferme le bas, le temps de remplir la baignoire, ou le temps quand on ouvre en haut, on ouvre en bas de la vider. C'est TS et TE. Ça, c'est des temps qui nous permettent de caractériser les débits. Mais physiquement, ce qui compte pour savoir quand on est à l'équilibre, c'est bien QS et QE. Vraiment, je remplis en haut, je vide en bas. Si je vide aussi vite que je remplis, ça bouge pas. Après, comment on exprime QS et QE, c'est en fonction de temps. Donc, si vous voulez, il ne faut pas mélanger deux choses. Il y a la physique qui vous dit que c'est QS et QE qui comptent. Mais après, il se trouve que pour une raison technique, on vous les a caractérisés par TS et TE. Donc, il faudra réexprimer ça en fonction de TS et TE à la fin. Mais physiquement, c'est bien QS et QE qui comptent. Ouais. Ça change pas ou est-ce qu'on met 2? Moi j'ai laissé 2 racines de Z sur racine de 2. Où ça? Enfin vous avez 2 racines de H. Enfin vous avez mis 2S sur Septien et moi j'ai laissé 2 racines de H sur racine de 2G. Ouais, non, mais s'en fout comment vous le mettez. Ça, vous simplifiez comme vous voulez. L'essentiel, c'est que ça soit juste. Après, je peux pas regarder ce que vous avez fait. Donc, QS, c'est quoi? On a dit on peut regarder. C'est ρ sigma fois 2G. Mais cette fois, je suis 2G fois Z équilibre. D'accord? C'est mon Z équilibre qui intervient cette fois. Z équilibre, c'est le point où je serai bien équilibré entre le QE et le QB. Et QE maintenant. On est d'accord? Bon, alors on va déjà barrer un peu ce qui est. Alors à partir de là, ça, c'est ce que j'appelle. Alors ça, c'est très topinesque par contre, c'est que la physique, c'est QS égale QE. Alors pour faire chier le monde, ils vous le disent, vous allez l'exprimer en fonction de TE et TH, c'est histoire de vous faire changer un peu les équations dans tous les sens. Alors je vais vous le faire, histoire de dire qu'on sait le faire. Mais c'est pas ma passion. Donc les ρ, ils s'en vont. Alors c'est là où il faut être intelligent et que je le suis pas, je vous le dis tout de suite. Alors regardez, quand vous avez un problème comme ça, il faut regarder fixement les trucs. Là, il faut les apprivoiser. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a un truc qui est pas mal. C'est comme vous voulez faire sortir le TS. C'est ça qui vous intéresse. Vous regardez, vous avez ça, vous avez ça, et vous avez ça. D'accord? Donc vous dites ça, ça doit sentir bon. Donc vous allez l'écrire comme ça. Vous écrivez que sigma... Vous écrivez que 2G Z équilibre est égal à S sur sigma H sur TE. Et là, vous voyez, vous avez votre S sur sigma qui est là. Et lui, vous pouvez le connecter là-haut avec votre TS. D'accord? Et alors là, vous êtes content parce que ça fait TS fois TS fois G sur 2H. Voilà. Donc là, si vous travaillez un petit peu ça, ça vous fait 2G facteur de Z équilibre. Donc on va simplifier un petit peu ça, ça vous fait TS sur TE facteur de G. Alors,
Les G vont s'en aller. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un truc qui déconne là, d'ailleurs. Ici, j'ai un GH sur racine de 2. Voilà, qui se produit comme ça. Et il y a un truc qui est faux là-bas dedans. Je crois que c'est à peu près ça qu'on vous demande, grosso modo. Vous trouvez que racine de Z équilibre est égal à TS sur TE. Donc vous avez les deux qui s'en vont là. Donc là, vous avez le G qui va s'en aller. Vous avez H qui reste là. Racine de H sur 2. Voilà ce que je trouve, moi. C'est un peu bizarre, c'est pas le résultat habituel. Voilà. Et là, vous avez fini votre exercice. Voilà, donc c'était ça la finale. Et vous voyez, vous pouvez l'exprimer uniquement en fonction de ici de TS et de TE et puis de la racine de H. Alors on trouve que si TS égale TE, le point d'équilibre est exactement au milieu de la baignoire. Voilà, petit exercice marrant. Bon, enfin, il n'y a pas de temps relever la nuit. Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, vous pouvez avoir un truc complètement virtuel. Si par exemple... Alors, est-ce que c'est logique? Ça, c'est un truc intéressant. Si TE devient beaucoup plus grand, le point d'équilibre est plus bas. Est-ce que ça, c'est logique? C'est bizarre, ça ne va pas dans le bon sens. Celui d'entrée. Ah ben si ça se vide plus vite, le point d'équilibre est plus bas, c'est normal. Plus ça se vide vite, le point d'équilibre va devenir haut. Oui, parce que TS, plus TS est grand, moins ça se vide vite. Donc effectivement, si TS devient très grand, c'est-à-dire que ça se vide très mal, le point d'équilibre devient plus haut que H. Donc si TS est plus grand que TE, effectivement, le point de la baignoire déborde. C'est logique. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, exercice intéressant sur nos amis les oiseaux. On va revenir à ce qu'on avait fait le premier coup. Vous vous rappelez, vous avez dit pourquoi les oiseaux volent. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi le bon Dieu a fait des oiseaux qui volent? C'est parce que le ratio masse avec les ailes Il est bon. il est possible. Il est bon. Je ne sais plus, mais on m'avait dit que par rapport à notre poids et notre surface, il faudrait qu'on ait des images. On avait dit que c'était tellement long qu'on ne pourrait même pas les faire battre. Voilà, c'est ça. Il faudrait des ailes de 24 mètres carrés, 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'est la taille de la salle, quoi, une demi. En fait, c'est gros un parapente. Je ne sais pas si vous avez déjà été près d'un parapente, mais non, vous n'avez jamais été sous un parapente. Moi, je prends les petites ailes pour faire du speed riding. Si vous voulez, une petite aile, pour moi, ça fait 12-15 mètres carrés. 12-15 mètres carrés, c'est la moitié de la salle. Quand vous êtes dessous, ça fait quand même de la taille, ça, quand même. Puis quand ça s'en mêle, pour les défaire, vous mettez un moment. Donc, si vous imaginez faire battre ça dans du vent, vous avez intérêt à faire pas mal d'heures en salle avant de pouvoir commencer à les faire battre. Donc, en gros, c'est à peu près impossible d'avoir des musculatures suffisantes pour faire bouger des ailes comme ça. Alors, ceci dit, on sait faire voler des très gros trucs. Alors, quelle astuce on utilise pour faire voler des très gros trucs? Des moteurs?
Des moteurs. Ceci, le vol battu, on a longtemps essayé de faire. Si vous regardez les films, vous avez pendant longtemps des mecs essayer de faire battre des ailes mécaniquement. Alors ils se levaient lamentablement, puis ils se crachaient comme des merdes au bout de 2 mètres, ils cassaient tout, et longtemps ils ont essayé. Alors au bout d'un moment, ils ont fait des. Hein, ouais, des palans, des machins, ils ont tout essayé, ça n'a jamais marché. Je crois que ça avait marché en 2 secondes. Ouais, mais s'ils avaient fait un peu de physique, ils auraient vite compris que c'était illusoire. Mais ils n'avaient pas fait de physique, les gens, c'est ça leur problème. Alors maintenant, ils ont fait ça avec des avions et des moteurs. Alors ça sert à quoi, le moteur? Les avions qui battent? Mais non, pas d'avions qui battent. Puis en plus, il faut trouver une structure mécanique qui tienne, parce qu'à la vitesse où il battrait, l'aile... Après, tu peux comme les mettre comme ça et ça bat comme ça. En plus du moteur. En plus du Non, moteur. mais là, c'est un sous-marin, ça dommage. Ouais, enfin, c'est un sous-marin. C'est un cachalot, quoi. Vous savez que le cachalot, c'est un animal remarquable, parce qu'il fait des apnées de 20 minutes à 3000 mètres. Des apnées de 20 minutes à 3000 mètres. Vous avez quelle pression à 3000 mètres? Je sais même pas ça par cœur, vous avez un bar tous les 10 mètres dans l'eau. Bah ouais, c'est vrai. À 20 000 mètres. À 3000 mètres, vous avez 300 bars. Vous vous rendez compte s'il se prend dans la tronche, le cachalot? C'est-à-dire que ne serait-ce qu'au niveau physiologique, au niveau construction physique, il est prévu pour prendre 300 bars, remonter, sans problème. Bah, c'est-à-dire vous plongez déjà à 10 mètres, vous remontez, vous avez mal aux oreilles, vous avez mal de partout, quoi. Lui, il fait ça, je plonge. Et c'est là qu'il ramène les calamars géants. C'est pour ça que pendant longtemps, on a cru que le calamar géant n'existait pas, sauf qu'on a vu des cachalots échouer sur des plages avec dans la gueule les calamars géants. C'est pour ça qu'on a su que le calamar géant existait. Celui de 20 milieux sur les mers. Bref, donc à quoi il sert le moteur de l'avion, mademoiselle? S'il ne fait pas battre les ailes, il sert à quoi? De quoi? Le moteur de l'avion, il sert à quoi? Alors. Ouais, c'est pour s'envoler, mais je sais qu'aussi, il y a le fait qu'il y a l'air qui passe à travers, en fait. Aussi à un moment. Non, ouais, non, mais beaucoup plus simple, il sert à s'envoler. Mais qu'est-ce qu'il fait pour s'envoler? La vitesse. Vous savez à quelle vitesse ça décolle un avion? Un avion normal, hein, pas. Ouais, à peu près, combien ça décolle? 150. Non, ça décolle vers 400 km/h. 400-500 km/h. Ça décolle, ça atterrit vers sa vitesse-là. Ils sont vraiment limite, ils sont en limite de portance. Et ça, en vitesse de croisière, ça va à combien? Un A320, un truc comme ça. Alors ça vole vers 800 à l'heure en vitesse de croisière. Ah ben ouais, vous n'êtes pas venu acheter des perles. Hein. Ah, vous n'avez jamais fait cette remarque? Moi, je pensais qu'il fallait aller à fond pour décoller, puis après, on peut ralentir. Ah, vous n'aviez jamais compris ce problème? Ah non, mais un des gros problèmes des avions, mademoiselle, c'est de le faire décoller et atterrir, parce qu'en décollant, en atterrissant, vous êtes en limite de portance sur un avion. Parce que vous n'allez pas assez vite. Et pour le faire atterrir, c'est pareil, vous êtes en limite de portance. Parce qu'une fois que vous êtes en l'air, vous allez à 800 à l'heure, mais vous êtes déjà monté dans un avion. Si vous avez remarqué, quand il décolle, il sort ce qu'on appelle les hypersustenteurs, c'est-à-dire il rallonge un peu ses ailes comme ça, parce qu'il est vraiment en limite de portance. Et alors, il décolle vers 400 à l'heure, et ensuite, une fois qu'il l'enlève, il va plutôt vers 800. Et d'ailleurs, il y a des choses, quand il décolle, il y a un paramètre qui est très important, puisqu'on a joué sur les paramètres. Quels sont un des paramètres importants pour le décollage d'un avion? C'est quoi, à votre avis? Pour qu'il puisse décoller. Mais tiens, on va faire ça, on va jouer à ce jeu-là, paramètres pour que l'avion décolle. Allez. Ouais. Alors attendez que je les écrive. Donc à la surface des ailes, les ailes, la vitesse, il y a un truc tout bête aussi quand même. Ouais, il y a l'inclinaison des ailes. Il y a quand même un truc auquel vous n'avez pas pensé, c'est le poids de l'avion. Ça paraît con, mais les avions ne décollent pas tous avec le même poids. Il y a des moments, si c'est trop lourd, ils ne décollent pas. La répartition du poids, ça compte. Ouais, ça compte. L'aérodynamisme.
Oui, mais ça, c'est fait par le constructeur. Mais la répartition du poids, mademoiselle, vous avez tout à fait raison, parce qu'ils ne mettent pas les bagages n'importe comment dans un avion. Ils répartissent le poids avec les passagers. Non, ils le répartissent bien. En fait, c'est un problème. Il faut que le centre de gravité soit toujours au même endroit sur un avion. Donc, c'est donné par le constructeur et ils répartissent les bagages pour que le centre de gravité reste au même endroit sur un avion. Sinon, ils devraient le mettre à l'arrière parce que l'avant, c'est beaucoup plus lourd. Vu qu'il y a là où il y a le pilote, avec tout. Non, parce que c'est le kérosène qui donne le poids. Et dans les ailes, dessous, il est partout. Alors, qu'est-ce qui manque encore dans votre liste de choses importantes? La puissance du moteur. Ouais, la puissance du moteur. Ouais, mais ça, on peut pas le changer, ça, je veux dire, c'est donné par lui. Alors, je vous ai guidé sur la voie. Quand vous faites je sais pas si vous avez vu des reportages, mais quand les gens font de la montagne, de la trop haute montagne, bah, les hélicoptères peuvent pas aller les chercher. Vous savez pourquoi? Un hélicoptère, ça monte à quelle altitude, à votre avis? Ah non, 2000 mètres, ça monte tranquille. Hein. 2000 mètres, c'est ce qu'on appelle de la montagne à vache. Hein. À 6000, un hélicoptère, un bon hélicoptère, ça monte à 6000 mètres. C'est pas la pression qui devient trop forte quand on monte, puisque l'hélicoptère est comme ça. Enfin, C'est la densité de l'air qui baisse. L'hélicoptère a besoin d'un air dense pour monter. Et en plus, l'hélicoptère ne peut pas faire tourner ses pales trop vite. Vous savez pourquoi un hélicoptère ne peut pas faire tourner ses pales trop vite? Non, quand une pale tourne, il y a un truc qui limite la vitesse de rotation de la pale. ça se décroche pas, ça. Non, vous tirez les vis, ça va bien ça. Qu'est-ce qui va se passer au bout de la pale quand elle tourne trop vite? On la dirige pas. Non, mais il lui arrive un truc tout con, elle va tourner très vite au bout de la pale. Hein? Non, elle passe pas, elle tire toujours vers l'arrière, mais elle a dépassé une vitesse caractéristique importante, c'est laquelle? Bah, elle va dépasser la vitesse du son. Ah ouais, on en est très proche. Hein. Donc il ne faut pas que le bout de la pale dépasse la vitesse du son. Parce que là, par contre, vous allez la voyer la pale. Là, vous avez des pressions qui sont très fortes. Ah, donc mademoiselle l'a dit, et c'est très important, c'est la densité de l'air qui fait qu'un hélicoptère ne peut pas monter au-delà de 6000 mètres, sauf avoir effectivement des très gros appareils qui sont vraiment conçus pour ça. Et alors, la densité de l'air, ça fait que c'est vachement important, ça, parce que quand l'air échauffe, il devient moins dense. Ça paraît con ce que je dis, mais c'est vrai. Ce qui fait que vous avez des aéroports dans lesquels les avions ont beaucoup de mal à décoller. C'est par exemple les aéroports genre Abu Dhabi ou je sais pas quoi. Il y a des moments où les avions ne peuvent pas décoller parce que l'air, il fait trop chaud, l'air est pas assez dense. Ou des aéroports d'altitude. Si vous allez dans les villes vraiment en altitude, c'est pas toujours évident que les avions décollent parce que l'air n'est pas assez dense, donc ils ont des pistes plus longues ou des choses comme ça. C'est pas pratique ça, parce que c'est la vague qui a le plus de sauvetage nécessaire en altitude. Ah, c'est pour ça qu'ils vont sauver les gens en altitude en jet ski. En jet ski? Mais oui, la dernière fois c'était super haut parce qu'il fallait monter dans. Ça se bat comme non, c'est genre t'es debout dedans. Oui, les œufs, c'était. Il fallait monter avec. Et il y avait une femme, elle avait fait un malaise en haut, ils sont venus la chercher en jet ski, ils m'ont fait descendre et après il y a un hélico, il est venu la prendre. Ah oui, c'est très très haut. Ouais. Il faut se dire, même de toute façon en station, un hélico, il ne se pose pas sur les falaises parce que le problème, c'est que quand vous êtes près des falaises, vous avez toujours des mouvements d'air à cause du fait que la falaise chauffe. Vous faites des mouvements turbulents comme ça sur les falaises. C'était pas posé, ils avaient descendu. En fait, il avait accroché. Ils descendent les mecs en général. Ouais. C'est très très dur de piloter en montagne parce que vous avez toujours des mouvements à cause des airs chauds qui remontent le long des parois. Vous avez des gros problèmes. Les oiseaux se mettent toujours par là. Si vous regardez près des parois, il y a toujours les rapaces qui sont là. Ils se posent sur ce qu'on appelle les thermiques. Ils se posent là, puis ils pioncent, puis ils restent en l'air tant qu'ils veulent comme ça. Bon, donc on sait pourquoi notre avion, la surface des ailes, la vitesse, l'inclinaison des ailes, le poids, la répartition du poids, la puissance du moteur, la densité de l'air. Donc on a à peu près tout pour faire notre avion maintenant. Bon. Hein? On pouvait planer, comme les écureuils volants. Si là on avait de la peau. Ouais. Mais pas loin. L'écureuil volant, ça plane pas vraiment. Ça Ça saute de très haut. Ouais, bah vous pouvez faire du wingsuit, ouais, en gros, c'est ça. C'est un peu un wingsuit, un écureuil volant. Parce que j'ai vu, mais ils sont super vite. Ouais. Et ils peuvent diriger et tout à travers les arbres. Ouais, mais ils planent pas vraiment, ils sautent, c'est tout. Parce qu'en fait, ils font que tomber tout. Oui, c'est ça, ils volent pas.
C'est comme du wingsuit. Hein. Du wingsuit, vous amortissez le choc, hein, c'est tout. Non, mais lui, il sait faire le wingsuit, on ne sait pas faire, c'est la différence. Quoi. De toute façon, le principe de tous ces sports-là, c'est que tant que vous êtes loin des obstacles, ça se passe bien. Quoi. Tous les gens qui font ça, moi j'ai beaucoup de copains qui font ça, ils vous le disent, tant que vous êtes loin du sol, ça se passe bien. Quoi. Si vous êtes joueuse, vous pouvez vous inscrire. Hein. Non, mais vous pouvez y aller. Hein. Bon, alors maintenant, la question que je vous pose, c'est comment on va dimensionner la surface de mon aile d'avion. Mécaniquement, c'est impressionnant l'aile d'avion parce que quand vous êtes sur le taxi, là, vous avez l'aile d'avion, vous et on se dit, putain, elle va péter dès qu'on décolle. Quoi. Et en fait, non, c'est très, très costaud mécaniquement, mais ça ne tient pas par la rigidité, c'est très souple. Quand vous êtes là, vous faites ça influe, hein, mais c'est pas ce qui rend le décollage plus dur, parce que pas plus dur, mais c'est pas ce qui rend le voyage plus dur, parce que du coup, plus les avions plus ils doivent être gros les avions pour faire des longs courriers. Ça, c'est parce que c'est les moteurs qui sont plus gros pour qu'ils tiennent plus longtemps. Non, parce que vous avez quand même une économie d'échelle, c'est-à-dire que quand vous avez intérêt à un avion, vous avez intérêt à le remplir le plus possible. C'est plus intéressant que faire 2 petits avions. Quand même. Vous ne multipliez pas tout par 2, si vous voulez. Parce que j'avais vu, ils avaient comparé un avion de petit courrier qui faisait par exemple, moi je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui feraient ça en avion, mais Marseille-Lille, et un avion qui traverserait la Méditerranée, qui était beaucoup plus gros. Il faut savoir qu'un avion, ça consomme beaucoup au décollage aussi. Alors en termes de consommation d'avion, le chiffre que vous pouvez retenir, c'est que quand vous allez quelque part en avion, vous consommez à peu près autant que si vous étiez allié tout seul en voiture. Bon, donc on va essayer de dimensionner mon aile d'avion. Alors vous savez comment c'est la forme d'une aile d'avion? Je crois que je vais vous le montrer parce que regardez. Je vous ai dit que si on prend une ligne de flux, on a une conservation de l'énergie. Ce qui entraîne que vous avez la pression plus ρ Gz plus 1,5 de ρ V carré qui est égal à une constante. Ça, si vous n'écoutez pas, je vous dis comment ça vole. D'accord? On a vu que ça, c'est la formule de Bernoulli. Donc si je regarde cette formule-là, je vois quoi? Je vois que si mon avion il est en train de traverser mon truc, on va considérer qu'on est à l'altitude constante. Donc le ρ Gz, on s'en fiche. D'accord? Donc ce que je vois ici, c'est que finalement, si la vitesse augmente dans cette formule, la pression va diminuer. D'accord? Donc si je prends mon profil d'aile qui est comme ça, très moche mon truc, je vais le faire en grand. C'est un profil d'aile. Vous voyez que mon écoulement il se fait de la façon suivante. Là, j'ai plus de chemin. Là, j'ai moins de chemin. Donc là, je vais plus vite. Et là, je vais moins vite. D'accord? Donc si je vais plus vite, j'ai P qui descend. Si j'ai P qui augmente. Et donc, l'avion, il décolle. Donc F, elle est comme ça. D'accord?
Mais donc, vous voyez que pour faire ça, alors ici, j'ai obtenu, en fait, là, c'est une pression qui joue. Donc là, donc 2 points importants. Premièrement, pour que ça marche avec les variations. Donc le delta P, c'est essentiellement proportionnel à la différence entre V, ce que j'appellerais V, entre V, c'est proportionnel aux variations de delta V carré. D'accord? Parce que dans la formule, c'est des V carrés qui interviennent. D'accord? Donc ça, en un sens, c'est sympathique parce que ça m'aide. C'est des V carrés, donc ça va vite en V carré. Mais ça veut dire que ça veut dire que ça, c'est joué sur l'inclinaison des ailes, mais aussi sur la vitesse de l'avion. Parce que si j'ai un avion qui va à 10 km/h, je ne peux pas avoir plus de 10 km/h de différence de vitesse, hein, forcément. Donc si je veux avoir une grosse différence de vitesse, il faut quand même que j'aille vite. C'est la première chose. C'est pour ça qu'un avion, il faut qu'il aille vite. Donc le delta P, il est en delta V carré. Puis la deuxième chose quand même, c'est qu'il faut que j'ai quand même des grandes surfaces. Voilà. Et alors, si vous mettez tout ça ensemble, vous apercevez que si vous mettez votre machin, vous secouez tout ça, si vous mettez les chiffres, si vous allez à 800 km/h et les surfaces d'ailes telles qu'on les avions actuellement, ça vole. Vous pouvez descendre à 400 km/h en ouvrant un peu plus les ailes, ça va atterrir, ça va décoller. Mais on n'a pas tellement de marge, hein. C'est pas si évident que ça. C'est pour ça que si vous allez à 800 à l'heure, vous coupez le moteur, ça va planer parce que vous avez la bonne vitesse. Contrairement à un planeur, vous le lancez, il plane tout de suite. Il n'a pas besoin de vitesse. Un avion, si vous le mettez à 800 à l'heure, il va planer, mais il plane comme un fer à repasser, quoi. Je veux dire, un vrai planeur, ça a une finesse telle que si vous le lancez, il va planer jusqu'à la porte d'Orléans. Un A320, si vous le lâchez, il plane, mais il plane comme un fer à repasser. Mais on est quand même limite au niveau de la façon. Clairement, c'est pas des trucs faits pour voler, quoi. Il faut vraiment mettre beaucoup de puissance. C'est pour ça que ça dépense beaucoup de kérosène. Et il faut des grosses surfaces d'ailes pour qu'on arrive à le faire voler, quand même. Des grosses vitesses, des grosses surfaces d'ailes. D'accord. Donc, et après, à partir de là, si vous avez... Alors, en plus, vous pouvez tout calculer à partir de là, parce que vous avez le rho, vous le connaissez, c'est le rho de l'air, donc c'est 1 kg par mètre cube. La vitesse, vous l'avez. Alors, ce qu'il faut estimer, qui n'est pas évident, c'est la différence de vitesse entre là et là. Alors, vous pouvez faire un calcul un peu à l'arrache, si vous prenez une vraie forme d'aile, vous dites, voilà, j'ai telle longueur en plus ici, telle longueur en plus ici. Donc, si vous avez une différence de longueur, vous pouvez bricoler une différence de vitesse, d'accord? Si vous pouvez bricoler une différence de vitesse, c'est gagné. Vous avez votre delta P, vous multipliez par la surface de l'aile, vous pouvez trouver la poussée comme ça. Ou inversement, si vous avez la poussée, vous pouvez calculer la surface d'aile qu'il vous faut. D'accord? Donc, vous pouvez faire un truc qui n'est pas complètement déconnant avec ça. Vous arrivez à un truc qui n'est pas complètement déconnant. Alors, le dernier point que je voulais vous dire, c'est que derrière, il y a quand même un truc, c'est qu'il faut bien que ce qui va plus vite et ce qui va moins vite se recompose. Donc, vous avez des gros rouleaux derrière. C'est pour ça que les avions, vous les obligez toujours à décoller très loin l'un de l'autre. Et en particulier, les petits avions, s'ils sont pris dans la traînée d'un gros avion, il se fait dépouiller, quoi. C'est très dangereux pour les petits ULM ou les parapentistes ou les trucs comme ça quand ils atterrissent sur les gros aéroports. Parce qu'un petit moteur, un petit biplace ou un machin, s'il se fait prendre à moins d'1 kilomètre d'un gros zinc, le truc il se fait complètement dépouiller, quoi. C'est énorme les rouleaux qui traînent derrière un avion, c'est absolument phénoménal à cause du fait que vous avez des différences de vitesse entre le haut et le bas qui sont énormes et derrière ça vous fait des rouleaux énormes. Il faut bien que les deux se recomposent à un moment, vous n'avez pas le choix. Voilà, donc ça c'est un petit exercice marrant et que vous pouvez faire aussi de la même façon. C'est le même principe pour les foils que vous avez dans l'eau. D'accord, les nouveaux bateaux là, qui font des courses au large. En fait, parce que le problème c'est que quand vous voulez aller vite, il n'y a pas de secret, c'est une ligne 2, vous devez vous battre contre les frottements. C'est clair. Frottement dans l'air ou frottement dans l'eau. Alors, comme les frottements dans l'eau, c'est une catastrophe parce que vous avez des coefficients de frottement phénoménaux, les gens, ils ont dit, c'est pas un problème, on fait lever le bateau, il frottera tout contre l'air. Bon. Ben, un bateau, c'est quoi? C'est des foils, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de... Vous faites voler dans l'eau. Alors, là où c'est un petit peu moins dur, c'est que vous jouez sur votre eau. Votre eau est beaucoup plus haut. Donc, ça va un petit peu mieux. Faire roter dans l'eau, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller aussi vite. Parce qu'une planche à voile à 400 à l'heure, moi je monte pas dessus. Mais s'il fait déjà, je crois qu'à 40-50 à l'heure, le truc il sort de l'eau déjà. Donc ça va un peu plus facile. Putain, maintenant vous avez des foils comme ça, avec des vitesses, avec des surfaces assez petites. Moi j'ai un copain qui en a fabriqué les foils avec des surfaces comme ça. Déjà votre truc il sort de l'eau à 40 à l'heure. 30 à l'heure il sort de l'eau. Mais c'est le même principe, comme ça vous n'avez pas à lutter contre les frottements dans l'eau, vous luttez plus que contre les frottements dans l'air. Donc vous gagnez énormément.
Ok. Donc tous ces trucs-là, c'est basé toujours sur le même principe. Vous avez une différence de vitesse d'un côté et de l'autre. Ça vous crée une dépression multipliée par la force du truc. Ça vous pousse en l'air. D'accord. La Formule 1, c'est le même principe à l'envers. Ça, c'est un exercice qui avait été fait. Une Formule 1, vous plaquez la voiture, vous faites de l'aérodynamisme. Au lieu de la faire décoller, vous la plaquez au sol. D'accord. Alors ça, c'est vachement intéressant parce que par contre, ce que vous faites, c'est que vous voulez qu'elle soit plaquée au sol dans un virage. Quand vous faites de la force aérodynamique, elle appuie comme ça la force. Pourquoi c'est intéressant de plaquer une force comme ça? Parce qu'une force comme ça, elle ne travaille pas. Parce que vous savez que le travail d'une force, c'est la force fois le déplacement. La force est toujours perpendiculaire au déplacement puisqu'elle est verticale. Donc sa force aérodynamique ne travaille pas. Donc en fait, une force sur une Formule 1, vous avez des tonnes de force aérodynamique. La voiture, elle fait 500 kg, vous avez des tonnes de force aérodynamique dessus. Et vous en foutez parce qu'elle ne travaille pas. Et en particulier dans la formule F égale ma que vous connaissez bien, cette force-là n'intervient pas. C'est pas une force, c'est pas de la masse inertielle. C'est une force aérodynamique. Donc ça ne gêne absolument pas pour l'accélération. C'est perpendiculaire, donc vous en foutez. C'est qu'une Formule 1, vous pouvez la faire rouler à l'envers, ça roulera aussi bien. De toute façon, son poids il est de 500 kg, alors que la pression aérodynamique, c'est plusieurs tonnes. Donc le poids de la voiture, vous en foutez complètement. Sauf pour les arrêts au stand. Mais en dehors de là, vous pourriez faire le circuit dans l'autre sens, ça roulera aussi bien. C'est un peu désorientant pour le pilote, mais sinon, ça marchera aussi bien. Donc là, et en fait, c'est un truc qui sert uniquement. Par contre, je sais pas, ça s'est arrivé des fois, c'est assez impressionnant. Quand il pète un aileron, la voiture, elle décolle. Parce que là, c'est classe, elle décolle. C'est un peu... Ouais, c'est terminé. Et ça, les voitures de Formule 1, c'est vraiment des prouesses d'aérodynamique qui sont extraordinaires. Et elles n'ont pas un CX extraordinaire, en fait, les voitures de Formule 1. Mais c'est pas ça qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, c'est vraiment le plaquage au sol pour que la voiture puisse tourner à plat. Parce qu'elle tourne à plat d'une façon absolument extraordinaire. Et par exemple, elles n'ont pas un CX extraordinaire parce qu'en fait, l'avant n'est pas si bien fait parce que ce qu'ils veulent, c'est couper les tourbillons sous la voiture. S'ils ont des tourbillons sur la voiture, ça freine énormément. Donc ils ont plutôt un avant qui est bas pour qu'il n'y ait pas d'air qui passe sous la voiture. C'est ça l'idée. Mais le CX, c'est pas génial, forcément. Quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que je vais vous laisser partir, puisque c'est le dernier cours, je ne vais pas vous emmerder plus longtemps. Donc souvenez-vous bien pour votre